السلام عليكم الزول في الاول الحمد لله راكم كاع بخير. اليوم نهضروا على الجزائر اللي نبغوها، اللي نحترموها، اللي نعزوها. Aujourd'hui, nous allons parler de notre Algérie. L'Algérie qu'on aime, l'Algérie qu'on respecte, l'Algérie qu'on aimerait voir briller sous mille et une étoiles. Vous savez que notre pays a beaucoup souffert depuis maintenant 22 siècles, depuis la conquête romaine. Oui, on a beaucoup souffert. Les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Turcs, les Français et maintenant la cinquième colonne. Oui, la cinquième colonne fait beaucoup de mal à l'Algérie, beaucoup de mal. Oui, car cette cinquième colonne est associée aux entreprises multinationales. Puis maintenant, on a fait voter une loi minière qui accorde entre 80 et 100% du capital des prochaines sociétés minières, donc aux multinationales. Il y a de quoi s'inquiéter. Vous savez, la différence qu'il y avait entre avant, quand il y avait des invasions, celles que je viens d'énumérer, et aujourd'hui, c'est qu'avant, l'ennemi, il était clairement identifié. Regardez, pour prendre simplement l'exemple de la colonisation française, on avait un ennemi, c'était la colonisation française. C'était les colons français et l'État colonial français. Il était visible, il était blanc, il était chrétien ou laïque. Et aujourd'hui, l'ennemi est à l'intérieur des institutions algériennes. À partir du moment où il est à l'intérieur, il devient invisible parce qu'il s'appelle Mohamed, Qaddoul, Ammar, Abdeslam, Shakib. C'est dur, c'est très dur. Et du fait de son invisibilité, du fait qu'il nous ressemble, on ne voit pas le danger, on ne perçoit pas le danger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de difficultés à vous faire passer le message sur le danger que représente cette cinquième colonne infiltrée dans toutes les institutions algériennes. Ceci étant dit, je crois que notre pays a un problème d'identité ou de positionnement géographique, culturel, intellectuel, spirituel. Un exemple, l'Algérie, plus grand pays d'Afrique, on est d'accord, c'est le plus grand pays d'Afrique. Alors là, j'ai pris soin de vous montrer un livre qui s'appelle L'Afrique noire est mal partie, mais c'est toute l'Afrique qui est mal partie. Donc l'Algérie, pays africain par excellence, premier pays d'Afrique, appartient à l'Afrique sur le plan géographique. Et sur le plan spirituel, à qui appartient l'Algérie? Elle est liée à ce qu'on appelle le Mashrek, c'est-à-dire l'Orient. Là, je vous montre un livre du défunt, le grand Georges Corme, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui s'appelle Le Proche-Orient éclaté. La preuve, aujourd'hui, en ce moment, il y a une réunion à Doha, au Qatar, parce que le génocidaire Netanyahou a bombardé le Qatar, et tous les pays musulmans sont invités à soutenir et le Qatar et la Palestine, car vous savez que le Qatar abrite la branche politique du Hamas. Donc l'Algérie appartient aussi à ce qu'on appelle culturellement à l'ère géographique moyen-orientale. Mais l'Algérie appartient aussi au niveau maritime à ce qu'on appelle la Méditerranée. Et la Méditerranée, il y a à la fois les pays nord-africains, ça va du Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, mais au-dessus de la Méditerranée, il y a des personnes qui ne nous ressemblent pas. Vous avez les Espagnols, vous avez un peu plus à l'ouest les Portugais, vous avez les Français avec qui nous avons une histoire très compliquée, vous avez ensuite les Italiens avec qui on s'entend bien selon les périodes, ils nous ont envahis, mais ça on doit oublier, vous savez que les Romains nous ont envahis pendant très longtemps, 6 siècles, ça c'est oublié, c'est à peine si le peuple algérien s'en souvient, mais aujourd'hui on fait comme si les Romains ne nous avaient jamais envahis, colonisés, détruits. Et nous avons aussi à côté, donc plus à l'est, vous avez la Grèce,
vous avez des pays comme la Bulgarie, un peu plus au nord, vous avez la Turquie, donc un peu plus à l'est. Et nous avons évidemment un voisin méditerranéen extrêmement turbulent, et qui occupe depuis 1967 le 3e lieu saint de l'islam, c'est-à-dire Jérusalem, Al-Quds. Donc l'Algérie, c'est plus où elle en est. Est-ce qu'elle est africaine? Est-ce qu'elle est moyen-orientale? Est-ce qu'elle est méditerranéenne? Elle ne sait pas. Et c'est parce qu'elle ne sait pas qui elle est, où elle est et avec qui elle a envie de vivre, qu'elle a une politique extérieure, une diplomatie qui manque de lisibilité. Et je vais m'expliquer. Très calmement, vous avez vu, je suis très sage, très souriant. Je sais que certains ont reproché à mes vidéos un côté ironique, un côté peut-être joueur, mais oui, avant, c'est vrai que lorsque je publiais 1300 vidéos en Darija, c'est vrai que j'y mettais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion, d'émotion. Ça m'a coûté 4 prisons algériennes et ensuite une prison en France. Donc maintenant, j'ai compris qu'il faut aller pas très calme. Voilà. Très calme, très patient, très pédagogue. Alors, vous avez vu qu'il y a quelques jours, juste après l'attaque barbare du génocidaire sur Doha, et là, l'ensemble du monde entier a constaté que le parapluie de protection américain était une vaste blague. Vous avez vu que j'ai proposé une idée que je défends depuis quelques années déjà. Cette idée, vous savez, c'est un commandement militaire nucléaire intégré. Et je me suis inspiré, en vous présentant cette analyse, du défunt, le marhoum général Saad-Din Chazli, qui est le héros de la guerre de 1973, où, pour la première fois depuis 1948, les pays du Moyen-Orient, avec l'Algérie qui a soutenu cette guerre, et qui a participé à cette guerre, ces pays-là ont mis en grande difficulté Tel Aviv, soutenu par Washington. Donc le général Saad-Din Chazli, quand il a vu que le président égyptien de l'époque, Anwar Sadat, avait décidé de stopper la marche triomphale des armées moyen-orientales soutenues par l'Algérie, s'est dit c'est un acte de trahison. Et dans ce livre, qui a été édité en Algérie dans une maison d'édition algérienne publique, l'entreprise nationale du livre, c'était en 90. Donc ce livre, qui porte le nom d'Option militaire arabe, propose de mettre en place une armée, j'aimerais dire méditerranéenne, moyen-orientale. Vous savez, j'ose pas dire arabe, parce qu'il y en a qui se fâchent, qui ne comprennent pas que arabe, c'est une dénomination géographique, un peu comme l'Europe. Vous savez, les Européens, ça ne veut rien dire. Ce sont des gens qui appartiennent à une aire géographique. Arabe, c'est pareil. Vous savez, j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, parce que je pensais que ce n'était pas important, mais là, vu les commentaires que j'ai reçus, je me dois d'y faire référence. Est-ce que vous savez que la définition moderne de l'arabisme a été théorisée par un chrétien libanais, syrien. Il s'appelle Michel Aflaq. Vous le savez, Michel Aflaq est le théoricien de l'arabisme. C'était un chrétien. Oui, chrétien, il n'était même pas musulman. Et avec ses amis donc syriens qu'il avait rencontrés à la Sorbonne dans les années 30, ils ont ensemble, à trois, échafaudé cette nouvelle définition de l'identité arabe avec cette simplicité de définition, cette simplicité définitionnelle selon laquelle est arabe celui qui parle arabe, donc sans aucun lien avec l'ethnie arabe. Vous savez que les Arabes, c'était à l'époque, ils étaient au Yémen ou un peu en Arabie Saoudite. Et ensuite, ils sont partis à la conquête du monde. Sitôt la révélation coranique était devenue la norme moyen-orientale.
Donc, aujourd'hui, qui peut prétendre être arabe? Personne, vous le savez, à peine peut-être 5%. Il y en a qui sont arabophones, c'est-à-dire qui parlent la langue arabe ou un dialecte dérivé de l'arabe. Il y en a qui sont kurdes, il y en a qui sont arméniens, il y en a qui sont berbères, il y en a qui sont coptes. Donc, bref, je crois que j'aurais plus besoin maintenant de justifier l'usage du mot arabe. Et l'arabe correspond à cette aire géographique qui va de la Mauritanie jusqu'en Iran. Les Iraniens étant évidemment des Perses, mais sur la partie ouest de l'Iran, vous savez qu'il y a plus de 2 millions d'Arabes qui sont iraniens. Et c'est là, comme par hasard, que 65% des gisements de pétrole se trouvent. Je ferme cette parenthèse. Donc, m'étant inspiré du grand général égyptien réfugié à Alger pendant des années, donc le général Saad el-Din Chezli, j'ai proposé aujourd'hui non seulement un commandement militaire intégré, mais un commandement militaire nucléaire intégré. Car on ne peut pas faire le poids, avec le génocidaire Tel Aviv tant que nous n'aurons pas décidé de nous doter ensemble de l'armement nucléaire, car ce génocidaire ne respecte que la force. Est-ce qu'il a bombardé la Corée du Nord? Non. Est-ce qu'il a bombardé le Pakistan? Non, car ces deux pays détiennent l'arme nucléaire. Donc tant que cette aire géographique qu'on appelle, que les Anglais appellent MENA, c'est-à-dire Middle East North Africa, n'aura pas des têtes nucléaires pour contenir l'hégémonie génocidaire de Netanyahou, aucun pays du Moyen-Orient ou de l'Afrique du Nord ne sera épargné par la folie barbare et génocidaire de Netanyahou. Je dis bien aucun pays. Et enfin, ces pays de la zone MENA, on va le dire en anglais, ça passe mieux, ont compris. Alors, ils s'attendaient, avec ces multiples bases militaires américaines au Moyen-Orient, qu'il n'aurait jamais de problème. Il suffit d'acheter de l'armement américain chaque année, des Boeing, de laisser ces bases militaires, et tout se passera bien jusqu'à la fin des temps. Quelle illusion, quelle illusion! Alhamdoulilah, faqo, comme on dit. Il faut commencer à comprendre. Donc, vous avez vu que notre pays, qui s'interroge sur ces trois identités, voilà, africaine, moyen-orientale ou méditerranéenne, n'a pas jugé bon de participer au plus haut niveau à la conférence qu'il y a actuellement à Doha au Qatar. Donc le président Saad Abdelmajid Tebboune a envoyé simplement son ministre des Affaires étrangères qui a été confirmé dans son poste il y a 24 heures. Mais si le président algérien ne s'est pas rendu personnellement au Qatar, c'est justement, il y a une ambiguïté. Oui, il faut le dire très clairement. L'Algérie ne sait plus ce qu'elle est. Est-ce qu'elle est africaine? Elle vient d'organiser la foire intra-africaine du commerce. Est-ce qu'elle est moyen-orientale? Elle envoie son ministre des Affaires étrangères au Qatar, ou alors à la Méditerranéenne. Mais Méditerranéenne, on se fâche tantôt avec l'Espagne, tantôt avec la France. Après, c'est lune de miel maintenant avec l'Italie. L'Algérie ne sait plus qui elle est. Et ça se voit dans sa diplomatie. Cette absence de clarification identitaire transpire dans les atermoiements de sa politique étrangère. Regardez, on est fâché avec nos voisins, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, un peu la Libye, le Maroc, carrément. On ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est. On est fâché avec la France, alors qu'en 2022, on lui a donné des contrats. Tous les ans, on lui donne des contrats. Même récemment, on lui a donné un magnifique contrat le 17 juin dernier. Donc, cette question identitaire, il faudra y répondre. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Africain, on se fâche avec tout le monde. Moyen-oriental, on ne se déplace pas au Qatar.
méditerranéens, on se fâche avec la France, qui est le pays le plus important du bassin nord de la Méditerranée. Mais avec les multinationales, il n'y a aucun problème. Hein. Notre ministre de l'énergie, M. Mohamed Arqab, il a perdu son poste de ministre de l'énergie. Maintenant, c'est uniquement ministre des hydrocarbures, c'est-à-dire pétrole et gaz. Donc, on l'autorise toujours à signer des contrats avec les multinationales corrompues. Ça, il n'y a pas de problème. C'est autorisé par son poste. Il y a un problème. Et là, je reprends un peu mon air sérieux. Nous avons un problème. Vous connaissez la célèbre phrase des astronautes. Houston, nous avons un problème. Alors, un des commentateurs des vidéos avait dit, nous avons des problèmes. Et en effet, nous avons des problèmes. Donc maintenant, on va revenir à l'identité africaine de l'Algérie, puisqu'elle reste africaine. Hein. Géographiquement, nous sommes africains. Voilà. Nous sommes africains. Africains. Voilà. On est des Nord-Africains, mais nous sommes africains. La différence qu'il y a entre les Nord-Africains et les Noirs africains, c'est le Sahara, cette immense bande qu'il y a entre le Nord et on va dire le centre de l'Afrique. D'ailleurs, le grand historien anglais Arnold Toynbee avait fait un livre qui s'appelle Afrique noire, Afrique blanche, et il a distingué la différence entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire avec le séparateur que représente le Sahara, qui est doté de tellement de richesses. Vous avez vu, Rabbi Subhanahu, derrière des apparences désertiques se cachent les plus belles richesses de tout le continent africain. Alors, l'Algérie est africaine. Ok, on vient d'organiser, Masha'Allah, la foire intra-africaine du commerce, et vous avez vu que le discours inaugural du président Seyed Abdelmajid Tebboune était un discours réaliste, un discours pragmatique, où il a rappelé que le commerce intra-africain ne représentait que 15% de l'ensemble du commerce du continent. Donc c'est faible, et ce chiffre-là n'a pas évolué depuis 2018. Et vous savez que pour développer le commerce en Afrique, il faut des routes, des chemins de fer, des avions, il faut de l'argent. Est-ce qu'on a une armée commune? Pardon, j'allais arriver. Est-ce qu'on a une monnaie commune? Je ne sais pas. Par exemple, l'euro qu'on peut convertir dans le monde entier, ou le dollar qu'on peut convertir dans le monde entier. Aujourd'hui, aucune monnaie africaine n'est convertie. C'est vrai que le franc CFA s'échange est valable dans tous les pays de la CEDEAO. Vous savez, lorsque j'ai visité les pays de la CEDEAO, j'ai dit c'est extraordinaire. Non seulement je pouvais utiliser des francs CFA dans tous ces pays de la CEDEAO que j'ai visité avec mon fils en septembre 2023, mais en plus, avec le passeport des pays qui appartiennent à la CEDEAO, ils peuvent se voyager sans visa. J'ai trouvé ça magique, vraiment magique. Donc, je disais que pour développer le commerce intra-africain, il faut se balader sans visa, première chose. Il faut avoir une monnaie convertible, ce qu'on n'a pas. Et il faut avoir des routes, des chemins de fer et des avions. Et vous avez vu que, prenons l'exemple de l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, Alger ne dessert pas les 54 autres pays, vous le savez. C'est un fait, c'est un constat, c'est une réalité. Et c'est la raison pour laquelle, à cause des éléments que je viens d'énumérer, le commerce intra-africain ne se développe pas, car nous n'avons pas les infrastructures matérielles, administratives et financières pour développer ce commerce intra-africain. À titre de comparaison, le commerce intra-africain, c'est 15% de l'ensemble des échanges du continent, alors que le commerce intra-européen, c'est 60%, c'est-à-dire 4 fois plus. Et vous avez vu, lorsque vous avez un visa Schengen ou une simple carte de résidence d'un pays européen, vous pouvez vous balader dans l'ensemble des pays africains, européens,
qui ont signé la Convention Schengen. Nous, on fait beaucoup de blabla, beaucoup de déclarations, beaucoup de belles intentions, mais dans la réalité, vous avez vu récemment que le ministre des Affaires étrangères algérien n'a pas pu empêcher la brouille diplomatique avec nos voisins du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Nous ne parlons même pas du Maroc avec qui les frontières sont fermées, frontières terrestres, frontières maritimes, frontières aériennes. Et même maintenant, on a imposé des visas aux Marocains. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que les Marocains vont imposer des visas aux Algériens. Vous avez vu que je me suis rendu à Marrakech au mois de mars dernier en plein Ramadan. Je n'ai pas eu besoin de visa pour aller au Maroc, mais il a fallu que je passe par l'Espagne, par Alicante. Voilà. Vous savez, faire organiser des foires, c'est très bien. Je trouve ça magnifique. Vous savez, vous vous en souvenez des Jeux Panaf, c'était 3 ans avant ma naissance, en 1969, l'Algérie avait été la première à avoir organisé les Jeux panafricains. C'était magnifique. Tous les pays d'Afrique étaient représentés à Alger. Vous vous souvenez de la grande Myriam Makeba, la grande artiste chanteuse d'Afrique du Sud. Vous savez que l'Algérie lui avait accordé la nationalité algérienne. Elle avait chanté Ana Hurra, je suis libre. Et c'était la belle Algérie, ça. On était à peine 7 ans après l'indépendance, 69. Vous savez, j'ai la chair de poule. J'ai pas vécu ce moment-là, mais j'ai lu et j'ai vu les vidéos. J'ai vu les défilés qu'il y avait à Alger. C'est dommage que lors de la dernière foire intra-africaine du commerce, il n'y avait pas des défilés de tous les produits des pays africains dans les rues d'Alger, par exemple. Vous savez, le commerce, c'est aussi une fête. C'est pas simplement dans des beaux salons. Il manque de l'âme. L'âme africaine, en tout cas l'âme africaine de l'Algérie, elle n'existe pas. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas d'âme africaine en Algérie. Ça ne se voit pas. Regardez. On va parler de... Je vous ai dit qu'on n'a pas de monnaie unique. Le dinar, dès que vous sortez de l'Algérie, il n'est pas valable. On n'a pas de passeport unique. On n'a pas de compagnie aérienne africaine. On n'a pas des chemins de fer africains. On n'a pas des autoroutes africaines. Qu'est-ce qu'on a? On a l'Organisation de l'Unité africaine. Et le pays qui abrite l'Union africaine, l'Éthiopie, vient de s'abstenir dans la reconnaissance de l'État palestinien. Donc on n'a même pas des valeurs communes. On n'a même pas de valeurs communes. Et il ne faut pas compter sur notre ministre des Affaires étrangères, qui est aussi ministre des Affaires africaines, pour insuffler un esprit panafricain. Il y avait un esprit panafricain à l'époque des premiers présidents, notamment le président Ahmed Ben Bella, le président Houari Boumediene. Il y avait un esprit panafricain. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de l'esprit panafricain en Algérie? Vous avez déjà entendu un discours vibrant du ministre des Affaires étrangères algérien sur l'Afrique, sur le panafricanisme. Normalement, au moment de la foire intra-africaine du commerce, il y a eu certes le brillant discours inaugural du président algérien, mais normalement, le ministre des Affaires africaines, Ahmed Attaf, aurait dû, à la fin de cette foire, faire un discours avec une proposition phare, reprise dans tous les pays africains. Vous avez entendu quelque chose? Mais Galoualo. Pas de proposition, pas de vision, pas de projet, rien. C'est que des mots vides de sens. Alors, abordons le sujet. Je vous ai dit, c'est l'Afrique. Je vous ai parlé déjà du problème d'identité qu'a notre pays. Allons-y pour les visas. Donc, nous venons d'organiser la foire intra-africaine du commerce. Est-ce que tous les Africains peuvent venir en Algérie sans visa? C'est une question. Si on accueille toute l'Afrique et qu'on défend un projet panafricaniste, normalement, à défaut d'avoir une monnaie unique, comme le franc CFA pour les pays de la CEDEAO, à défaut d'avoir une compagnie aérienne africaine, à défaut d'avoir des chemins de fer africains, à défaut d'avoir des autoroutes africaines,
À défaut d'avoir un passeport africain, est-ce qu'au moins on peut venir en Algérie sans visa? La question est non, il faut un visa. Il faut un visa. Il n'y a que quelques pays africains qui peuvent venir en Algérie sans visa. Voilà, par exemple, le Mali, normalement, moi j'étais au Mali sans visa. La Libye, la Tunisie, bon, vous avez vu que maintenant les Marocains, il faut un visa. La Mauritanie, il y a très très peu de pays. Très très peu. C'est dur hein, de se présenter comme panafricain lorsque la majorité des pays africains qui veulent venir en Algérie sont obligés d'avoir un visa. En plus, il faut payer. Et je vais vous dire pourquoi je fais la distinction entre avoir un visa et payer son visa. Alors, je vous ai déjà dit que l'Algérie est très mal classée en Afrique. Notre passeport algérien est classé 34e sur 55. 34e. On est au même niveau que le Mali. C'est pour ça qu'on se chamaille. On est au même niveau. Regardez, l'Algérie classée à 34e place en Afrique, à égalité avec celui du Mali. Le passeport algérien, il est classé à la 34e place, comme le passeport malien. C'est pour ça que le Mali se permet de faire des communiqués. Alors, j'ai lu un certain nombre de vidéos qui disent que le gouvernement de transition de Mali n'a jamais déposé plainte contre l'Algérie à la Cour internationale de justice. Alors, mes chers compatriotes algériens, vous savez, c'est bien le populisme, c'est bien la démagogie, mais les faits sont têtus. Regardez, lisez bien. Lisez bien, s'il vous plaît. C'est un document officiel du gouvernement de transition malien. Ce communiqué, qui s'appelle le communiqué numéro 079 du gouvernement de la transition, se trouve sur la page Facebook officielle du ministère des Affaires étrangères malien, que je vais vous montrer dans quelques instants. Il date du 4 septembre. Communiqué numéro 079 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition informe l'opinion publique et la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 auprès de la Cour internationale de justice une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Vous avez entendu le mot? Le mot est important. Requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Donc c'est écrit noir sur blanc, vous pouvez regarder. OK? C'est la communication officielle du gouvernement de transition. Et vous remarquerez que ce gouvernement de transition traite l'Algérie de terroriste en disant que l'affaire du drone, qui a été détruit en territoire algérien, démontre clairement une collusion malsaine entre les terroristes et le régime algérien qui leur accorde son protectorat. Regardez. Donc l'Algérie est traitée de terroriste par le gouvernement de transition malien au travers de son communiqué 079, donc publié par le gouvernement de transition malien. Et vous allez voir, il y a le tampon officiel. Donc Bamako, le 4 septembre 2025, donc du général de division Abdoulaye Maïga, commandeur de l'ordre national. Regardez, c'est écrit noir sur blanc, tampon. Donc j'entends des mouches électroniques, des sites internet, des chaînes YouTube qui disent que tout ça est mensonge, mais c'est un mensonge. Voilà ce qu'a déclaré le gouvernement de transition malien, et je vais vous montrer directement sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères. Alors c'est vrai que notre brillant ministre des Affaires africaines, parce que je vais l'appeler ministre des Affaires africaines, parce qu'on parle d'Afrique, a dit que le Mali n'a jamais porté plainte auprès de la Cour internationale de justice. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est ce que déclare le gouvernement de transition. Il faut tenir compte quand même de ce qu'il déclare, non? Ou alors ça compte pas? Est-ce que ça compte ou ça compte pas ce que déclare un gouvernement? C'est notre voisin. Dans ce cas-là, il faut dire que c'est des menteurs, tout simplement. Mais là, c'est écrit noir sur blanc. C'est pas une plainte, hein, ça s'appelle une requête introductive d'instance contre la République algérienne démocratique et populaire. Il faut lire, hein. Requête introductive
requête introductive d'instance contre la République démocratique et populaire algérienne. Voilà, vous voyez? Donc là, je vais vous montrer, regardez. Ministère des Affaires étrangères, je ne sais pas si vous avez à lire, Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le 4 septembre. Là, je vais vous montrer, voilà, regardez, c'est écrit noir sur blanc. Vous arrivez ou pas à lire? Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale. Vous voyez, c'est la page Facebook, 169 000 abonnés. Voilà, Ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Et donc, quand vous êtes dessus, regardez, vous descendez à la journée du 4 septembre. Voilà, je vais le voir. Voilà, je crois que c'est ici. Attendez. Non, 5. Attendez. Oui, c'est ça. Publié le 5 septembre. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Communiqué numéro 60, c'était publié le 5 septembre, mais le communiqué date du 4 septembre. Regarde, lisez avec moi. Alors, je vais vous lire quand même le début. Communiqué numéro 079 par lequel le gouvernement de transition informe que la République du Mali a déposé ce jeudi 4 septembre 2025 devant la Cour internationale de justice une requête introduisant une procédure contre la République algérienne démocratique et populaire suite à la destruction délibérée par le régime algérien du drone de reconnaissance avec numéro d'immatriculation TZ-98D appartenant aux forces maliennes de défense et de sécurité dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten dans la région de Kidal. Voilà. Et là, il y a la totalité du communiqué, qui est celui-ci, que j'ai imprimé. Donc, ceux qui disent que c'est un mensonge, en tout cas, c'est ce que déclare officiellement le gouvernement de transition libyen sur la page Facebook officielle du ministère des Affaires étrangères malien. Donc, maintenant, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est un mensonge, que c'est une fake news, c'est officiel. Voilà ce que déclare le ministère des Affaires étrangères malien, reprenant le communiqué du gouvernement de transition malien. Ensuite, que le gouvernement de transition malien ait effectivement déposé cette requête auprès de la Cour internationale de justice, ça c'est autre chose. Nous, ce qui nous intéresse pour savoir si c'est vrai ou faux, c'est ce que déclare ce gouvernement de transition malien. Mais moi, ce que je retiens, c'est quoi? C'est que, normalement, quand on a un voisin qui apparemment va rester notre voisin jusqu'à la fin de l'humanité, car les Maliens seront toujours au sud de l'Algérie, vrai ou faux? Vu l'histoire qu'il y a entre nos frères maliens et l'Algérie, vous savez qu'on a eu toujours d'excellentes relations, jusqu'en là, 2023. L'accord d'Alger de 2015 a permis qu'il y ait une entente entre le gouvernement malien et l'ensemble des mouvements d'opposition. C'est l'Algérie qui a quand même essayé d'être facilitateur entre le gouvernement malien et les groupes, on va dire, d'opposition. Quand on a des relations de bon voisinage, on essaie de désamorcer la crise. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir un ministre des Affaires étrangères, des Affaires africaines. C'est bien ça l'intitulé du ministre. Hein. Il est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Normalement, on prend son avion et on va à Bamako. Et on discute d'homme à homme. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Wesh kayen? Wesh kayen? Wesh kayen? À quoi ça sert d'avoir une diplomatie? À quoi ça sert d'avoir un ministre des Affaires étrangères? À quoi ça sert d'avoir des diplomates? Ça sert à désamorcer des crises, non? Mais là, c'est quoi? Aucune discussion, aucun effort diplomatique, wallo. Et c'est ça l'Algérie de 2025? C'est ça la diplomatie algérienne de 2025? Donc on laisse un gouvernement de transition malien profiter de la foire intra-africaine du commerce qui a commencé le 4 septembre pour essayer de challenger l'Algérie. Et pendant ce temps-là, que fait le ministre des Affaires étrangères? Il reste dans une position attentiste et il se permet de répondre à des journalistes en disant « Non, j'ai vérifié auprès de la Cour internationale de justice, il n'y a pas de plainte contre l'Algérie. » Mais le Mali, c'est juste à côté.
Pourquoi aller à la Cour internationale de justice? Mais il faut discuter d'homme à homme, voyons. Le peuple algérien, s'il paye un salaire aux ministres des Affaires étrangères, c'est pour régler les problèmes. C'est pas pour dire des choses comme si on était dans une cour de récréation. Ah non, non, il a rien fait, il est en train de bluffer. C'est ça la diplomatie algérienne 2025. En gros, que dit le ministre algérien? Il dit aux Maliens, non, non, ils sont en train de bluffer, il n'y a pas de plainte. هذا هو النيفو تاعنا تاع اليوم تاع الدبلوماسيه تاع الجزائر. C'est pour ça qu'on était absent à la déclaration de New York sur la reconnaissance de l'État palestinien. Parce que nous, aujourd'hui, on est au niveau du Mali. Voilà, un gouvernement de transition qui a pris le pouvoir par la force et qui aujourd'hui fait semblant de faire appel au droit pour humilier l'Algérie. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous trouvez que c'est bien le comportement de notre mise africaine qui se laisse comme ça challenger par un gouvernement de transition malien? Voici le communiqué officiel sur la page officielle Facebook du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali. Vous êtes d'accord, vous trouvez que c'est de la haute diplomatie, cela? Vous croyez que Feu Chérif Mohamed Seder Ben Yahya se serait comporté comme ça, avec dilettantisme? Ou la Feu Chérif Gellal, vous croyez qu'il serait comporté comme ça? اقبض الطياره وروح اهضر معاهم. شراك دير؟ شراك قاعد هنا في الجي وتتكبر على الناس؟ روح ديبلاس توا. Alors non seulement il n'a pas été capable de faire adhérer l'Algérie au BRICS, mais maintenant on est au niveau نعافروا المالي. Voilà, راهي عافر في المالي. En gros c'est ça. راهي عافر في المالي. Voilà, alors qu'il n'a même pas été capable de faire adhérer l'Algérie au BRICS, alors que l'Éthiopie, qui a connu une famine terrible en 1984-1985, a été acceptée parmi les BRICS. Et l'Égypte pourtant, elle est très affaiblie aujourd'hui. Mais ils ont une vraie diplomatie, les Égyptiens. Les Éthiopiens aussi, ils ont une vraie diplomatie. Eux ont réussi à convaincre les Chinois, les Russes, les Indiens, les Brésiliens, les Africains du Sud. Et nous, ah oui, avec un homme qui était 19 ans au chômage, avant d'être ministre, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein. En plus, il a été nommé au moment... Pardon, c'est à cause de la maladie. Je suis malade, mais la passion est toujours là. Hein. L'enthousiasme est toujours là. Même si je suis déçu de dire qu'on a un ministre qui est incompétent. La râle, il était compétent dans les années 90. Mais oui, c'est comme l'équipe d'Algérie. En 82, elle a battu l'Allemagne au football, mais aujourd'hui, elle est incapable de battre des équipes africaines. C'est pour ça qu'on n'a pas été qualifié lors des précédentes compétitions de la Coupe du Monde. Ben oui, les choses changent. On met un homme des années 90 pour comprendre la diplomatie des années 2025. Et ça n'a aucun sens, voyons. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'on est classé 34e. Notre passeport est classé 34e place en Afrique. Hein, notre cher passeport mesquine. Hein, il faut mettre des visas pour aller dans les pays africains. Regardez. Voilà, je peux vous montrer. Alors, c'est quoi là? C'était Sénégal. Voilà, Sénégal, visa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais vous montrer. J'étais au Ghana. Voilà le Ghana avec Togo. Attends, où est-ce qu'il est? Là, c'était Afrique du Sud. Non, pas Afrique du Sud. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, kiff. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Togo, je vais sortir le Togo. Vous savez, j'ai mal à mon Algérie. Là, j'ai mal. Vous savez, la médiocrité, l'incompétence, c'est fatigant. Voilà, où est-ce que c'est ça? Voilà, Togo. Regardez, Togo. Pardon. Quand je vois ça, je ne sais plus quoi vous dire. Wallah, magnifique. Donc, 34e place, notre passeport. 34e. Vous vous rendez compte? Imaginez s'il était vivant, l'Arbi Ben Mehdi, si elle était vivante, Hassiba Ben Bali. Si on lui disait qu'en 2025, le passeport algérien d'un million de shahid, il est classé 34e en Afrique. Vous vous rendez compte? 34 sur 55.
On n'est même pas dans les 5 premiers. En Afrique, hein. Comment voulez-vous qu'on ait du poids au niveau international? Comment voulez-vous que l'ONU nous respecte? 1974, l'Algérie a réussi à exclure l'Afrique du Sud, l'apartheid de l'Afrique du Sud. Vous croyez que c'était à l'époque le grand feu Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, 12 ans après l'indépendance, l'Algérie a fait exclure devant tout le monde les représentants du régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud à l'ONU. Vous croyez que lui a fait exclure le représentant de Tel Aviv à l'ONU? Pardon, la dégradation, la déflagration de la diplomatie algérienne. سمعتوني ولا ما سمعتونيش؟ 1974 المرحوم عبد العزيز بوتفليقه طرد سفير تاع تل افيف تاع جنوب افريقيا من الامم المتحده. ب 1974 12 سنه من بعد الاستقلال، مع غزه القتيله والميزيريه. نورمالمون ساهل، نورمالمون يكون عندنا وزير خارجيه تاع الصح. هو فين يدير كيما المرحوم عبد العزيز بوتفليقه يطرد السفير تاع تل افيف في نيويورك في الامم المتحده؟ هذا ساكت. C'est une honte. Après, vous me dites, oh Rachid, tu dénigres l'Algérie. Non, j'honore l'Algérie. Mais je dénonce l'incompétence, la médiocrité, l'absence de charisme de ce ministre des Affaires étrangères. Il est gentil, j'en suis sûr qu'il est gentil. عاقل ناس ملاح. وعلى بالكم ود المنطقة، هو على بالكم هو من عين دفلة عند دفلة، سيتي ولاية دوشلاف. أنا مانيش جهوي، أنا واحد ما عندوش نيفو، ما عندوش النيفو. اسكو هذا عنده كاريزما؟ هذا ما عندوش كاريزما. المرحوم عبد العزيز بوتفليقه كي كان وزير خارجيه كان عنده كاريزما، il avait la personnalité, il avait du charisme. Il a exclu le représentant de l'Afrique du Sud de l'ONU. Hey, قال له dégage روح لبلادك. وهو المرحوم عبد العزيز بوتفليقه اللي قال لهم ياسر عرفات ضيف ضيف عندي. كان شيكور على بالكم. Et oui, Yasser Arafat a fait un discours le 13 novembre 1974, alors que normalement c'était interdit. Mais il a dit c'est mon invité. Et à l'époque, le président américain Nixon, Richard Nixon, et le secrétaire d'État américain, le plus grand diplomate du XXe siècle, Henry Kissinger, n'a pas dit qu'on ne va pas lui donner de visa. اليوم شراه يدير الوزير تاعنا 51 ans après, ouais, l'eau. L'Algérie classée 34e. Le passeport algérien classé 34e en Afrique. هذا هو النيفو تاعنا 34e في افريقيا. والمالي عافر فينا، المالي كومونيكي مع البيانات. ومن بعد يقولوا هذو الذباب هذو تاع 5e كل يقولوا هذا سي فيك نيوز. واش ما فيك نيوز؟ هذه سي اوفيسيال. واش ما فيك نيوز هذه؟ ما كان لا فيك نيوز لا والو. بهديله. المالي راه يعافر في الجزائر. مالي راه يعافر في الجزائر. هذه فيك نيوز، هذه سيت اوفيسيال، لا باج اوفيسيال تاع لو مينيستير des Affaires étrangères du Mali. Voilà, شوفوا بعينيكم, vous pouvez regarder la date du 5 septembre. Vous savez, c'est épuisant, mais vous inquiétez pas, tous les jours je vais faire ça. Oui, parce que notre ministre des Affaires étrangères, lui, préfère prolonger les contrats avec la mafia du gaz et du pétrole en Indonésie, avec la société Pertamina. Regardez, 35 ans de prolongation. Il a cautionné ce contrat, la prolongation de ce contrat en juin 2023. Il avait été signé, en décembre 2023, il a cautionné. Il avait été signé en juin 2023 par Mohamed Arqab, celui à qui on vient d'enlever le ministère de l'énergie, mais on a fait une petite pirouette, qui m'égoulou les enfants, pirouette cacahuète. On lui a donné le ministère du pétrole et du gaz. C'est là où il y a 96% des devises. Donc vous voyez, là on nous a fait croire que l'Indonésie, Pertamina, va investir 900 millions de dollars en Algérie. Mais c'est pas pour l'Algérie, c'est pour les intérêts de la mafia du gaz et du pétrole indonésienne. Ben oui, parce que Pertamina possède 65%
du gisement gazier, du gisement pétrolier de Menzel Lejmet Nord, 35 000 barils jour. Et Pertamina, c'est la mafia du gaz et du pétrole. Énorme scandale de corruption, 17 milliards de dollars contre la société Pertamina qui a été diligentée par la justice indonésienne. Mais Ahmed Attaf est très très fier de prolonger ce contrat avec la ministre de cautionner la prolongation de ce contrat avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères. Ben oui. La mafia du gaz et du pétrole. Pertamina. Vous n'avez pas remarqué, personne ne porte plainte contre moi? Ben oui, parce que les preuves, elles sont dans toute la presse indonésienne. Là, je vous ai fait une traduction, vous avez compris, mais tout est dans la langue locale. Pourquoi personne ne porte plainte? Moi, je parle avec des preuves. Di manadr b'dalil. Ana umri manadr bidou dalil. Alors, ça énerve les Zoubeb, la 5e colonne. Ils disent, oh là là, Rachid, à chaque fois, il veut manipuler le peuple algérien. Ah, je ne manipule rien du tout. Hein. Pertamina, 17 milliards de dollars de corruption. C'est écrit noir sur blanc, non? L'Indonésie épingle, élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina. Voilà. Pertamina. Et vous avez bien vu, notre ministre des Affaires étrangères algérien, c'est dans toute la presse indonésienne, bah oui, il n'était pas content. L'Indonésien Pertamina va investir 900 millions de dollars en Algérie, regardez. Écrit noir sur blanc, non? Mais c'est pour les intérêts de l'Indonésie. C'est pas pour les intérêts de l'Algérie. Vous avez vu les feuilles rares. Bon, revenons au visa. Vous avez bien vu, je vais vous sortir les feuilles, parce que sinon, si je ne montre pas les feuilles, je ne suis pas crédible. Vous savez, moi, je ne suis pas comme certains qui passent leur temps à parler, mais sans aucune preuve. Moi, j'apporte les preuves de ce que j'avance. Bon, alors, je vous ai dit que l'Algérie a un passeport classé 34e, donc en Afrique. OK? 34e en Afrique. Alors, attends, est-ce qu'il y a des pays africains qui sont mieux que nous? Parce qu'il faut toujours se poser la question. Parce qu'on vient d'organiser la foire intra-africaine du commerce. Regardez. Il y a des articles dans la presse africaine, par exemple celui-ci, African Union Journal, ça s'appelle, exemption de visa, un outil pour la libre circulation, donc des personnes, et la stimulation des échanges de biens et de services. Donc là, ça va dans le sens de ce qu'a affirmé le président algérien lors de la dernière foire intra-africaine du commerce. On est d'accord? Si on veut développer le commerce et les échanges, ben évidemment qu'il faut exemption, c'est-à-dire suppression. Il faut supprimer les visas. Ben oui, si on doit passer 10 jours ou 15 jours, déposer son passeport, donner des papiers, donner de l'argent pour avoir un visa, évidemment que ça va rebuter tous les investisseurs, tous les commerçants. Donc ça ne favorise pas les échanges, ni la circulation des personnes. Alors, qui en Afrique a décidé de faire l'exemption de visa? Shkoun. Puisque l'Union africaine, je vais vous citer une phrase très importante, alors, comment s'appelle-t-il? Je vais vous citer son nom, 2 petites secondes, voilà, le ministre de l'Intérieur de Zambie, regardez ce qu'il a dit. Ou plutôt, on va commencer par le président d'Afrique du Sud, voilà, par ordre protocolaire en Afrique. Cyril Ramaphosa, je vous rappelle qu'il fait partie des BRICS, hein, pour la petite histoire. L'Algérie, non. L'Éthiopie, oui. L'Égypte, oui, mais l'Algérie, voilà. Nous nous efforçons d'améliorer le régime actuel des visas en Afrique du Sud. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que cet engagement garantisse la croissance économique et le développement. Cyril Ramaphosa, président d'Afrique du Sud. OK? Maintenant, le président de Zambie. Vous voyez, je me mets au niveau de l'Algérie. Hein, Zambie, Mali. En facilitant un accès plus rapide à l'obtention d'un visa zambien, nous serons en mesure de débloquer des opportunités économiques par le biais du tourisme, du commerce de biens et de services, mais aussi de la création d'emplois. Vous voyez, le fait de faciliter la suppression des visas ou d'accorder plus facilement les visas permet donc d'avoir des opportunités économiques par le tourisme, commerce de biens et des services et création d'emplois. C'est Jacques Myumbu, ministre de l'Intérieur de Zambie. Vous voyez?
continue. Donc, vous avez entendu les arguments. Développer le tourisme. Là, je vous ai pris un petit livre, l'économie du tourisme, et là, c'est le tourisme international. Vous savez que la Turquie a 40 millions de touristes, c'est du tourisme propre, c'est du tourisme culturel. Et la Turquie arrive uniquement avec le tourisme à avoir autant de devises que l'Algérie, avec son pétrole et son gaz, lorsque le pétrole est autour de $50. Vous imaginez 40 milliards de dollars. Rien qu'avec du tourisme culturel. Un VF. Voilà, on va dire tourisme halal. Et nous, on préfère salir la nappe phréatique avec le gaz de schiste. Mais c'est bien, c'est bien. Bravo. Alors, liste des pays africains que tout Africain peut visiter sans visa. Liste des pays africains que tout Africain peut visiter sans visa. Vous voyez? Regardez le beau continent africain. Alors, est-ce que vous savez, par exemple, que le premier pays qui a décidé de supprimer les visas, c'était les Seychelles en 2018. Regardez, les Seychelles en 2018. Les Seychelles en 2018, c'est pas l'Algérie, hein. Les Seychelles, tout petit pays, archipel d'îles très beau d'ailleurs. J'ai fait 2 fois à la belle époque, hein, avant que j'aille en prison. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment paradisiaque, extraordinaire. C'est un peu comme les Maldives. Donc les Seychelles ont mis en place en 2018 donc une exonération des visas pour tous les pays africains. Il n'y a que récemment, ils ont dit, bon, les Nigérians, ils trafiquent un peu trop. Ils ont remis les visas pour les Nigérians, donc le Nigeria. Donc 2018, les Seychelles, pas de visa. Ça a été suivi l'année d'après par la Gambie en 2019. Donc en 2019, la Gambie a fait une annonce cruciale en se déclarant zone sans visa. Alors Gambie, vous savez, c'est un pays qui est encastré au Sénégal. C'est un pays anglophone, mais qui est à l'intérieur du Sénégal. C'est une large bande à l'intérieur du Sénégal. Donc en 2019, la Gambie, s'il vous plaît, s'est déclarée zone sans visa. Ah, ça, c'est des vrais panafricanistes. Pour les vols charters et réguliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez l'avion et que vous arrivez donc en Gambie, il n'y a pas de problème, c'est sans visa. Mais si vous passez par les terres c'est qui? C'est le Sénégal. Parce que les frontières de la Gambie, c'est uniquement le Sénégal. Donc par voie terrestre, il faut un visa. Donc l'Algérie pourrait s'inspirer de la Gambie, par exemple. Puisque nous, on a beaucoup de problèmes avec des personnes. Parce que vous savez, on a 2 zones, c'est des passoires. On a les frontières maritimes, donc méditerranéennes, n'importe qui peut amener sa drogue et envoyer des haragas en Espagne. Et nous avons les milliers de kilomètres donc frontaliers, donc frontières terrestres, désertiques. J'y suis passé, j'y étais. Donc depuis Janet jusqu'à Tindouf, là, n'importe qui peut passer. Pourquoi? Parce que c'est tellement vaste. Et heureusement, on arrive à détruire des drones, hein. Mais il y a des milliers de Nigériens, donc du Niger, de Maliens, des Touaregs aussi de Mauritanie, qui passent sans visa, sans passeport, sans contrôle, sans rien du tout. Et lorsque j'étais dans le sud et que je parlais avec les gendarmes, ils m'ont dit, c'est Rachid, on ne peut pas contrôler ces milliers de kilomètres de frontières. Et nous, on sillonne, on fait des centaines de kilomètres par jour à sillonner, mais on ne peut pas contrôler. Parce que moi, je voyais surtout la plupart, c'était des gens du Niger, il y avait un peu du Burkina Faso, il y a un peu de Maliens qui montaient, donc qui traversent le désert à pied. Oui, à pied, vous vous rendez compte, à pied. À pied, mais ils faisaient du stop pour essayer de travailler illégalement en Algérie, à Tamanrasset ou un peu plus loin, Mnéa, ou là, à Ghardaya, ou la Timimoun, etc. Donc là, c'est une passoire. La frontière sud de l'Algérie est une passoire. C'est pour ça qu'à chaque fois, l'Algérie est obligée de mettre, donc d'arrêter, la plupart c'est des Nigériens ou des Maliens, de les mettre dans des bus et les relâcher à la frontière. Bon, c'est vrai, dans des conditions qui sont pas très aux normes internationales, mais c'est pour vous dire que ça va pas. Parce que l'Algérie à elle seule est un continent, l'Algérie. Donc, je peux comprendre la logique de la Gambie qui s'est déclarée zone sans visa, mais uniquement pour les vols charters et réguliers. En gros, par les aéroports. Parce que moi, les aéroports, vous pouvez contrôler qui vient. C'est un peu normal. Donc, l'Algérie peut faire comme la Gambie. Ah oui, c'est un petit pays, mais ils ont des idées. Nous, les idées, il y a longtemps qu'elles ont disparu, hein, n'est-ce pas? Regardez, Gambie, pour les vols charters et réguliers. Voilà, zone sans visa.
Troisième pays, le Bénin. Ben oui, le Bénin, j'étais au Bénin, c'est très joli, très accueillant, le peuple béninois. Donc le Bénin a décidé de faire écho. Ah oui, ils n'ont pas de problème à écouter les idées des autres. Oui, en Algérie, ils savent tout, hein, ils savent tout. Ils ont du mal. Ils vont dire qu'il va نديروا كيما البنان ولا نديروا كيما الغامبي ولا كيما نديروا السيشيل. Non, الجزائر حنا نعرفوا عندنا الافكار وهما يتبعونا مش احنا نتبعوا. Oui, mais quand on n'a plus de créativité comme aujourd'hui, il faut s'inspirer des exemples des autres pays, n'est-ce pas? Au niveau de l'éducation, il faut s'inspirer de la Malaisie. Au niveau de la zone sans visa, il faut s'inspirer des Seychelles ou de la Gambie. Mais chez Aïb, non, c'est des bonnes idées. La Gambie, c'est bien, voilà. On va revenir. Donc le Bénin s'est inspiré du Rwanda, qui en 2019 a décidé d'éliminer les restrictions de visa pour les Africains. Ben oui, ils ont une stratégie, les Rwandais. Une vraie stratégie. J'ai pas été au Rwanda, mais mon fils a été au Rwanda, il m'a dit, papa, c'est incroyable, le Rwanda. Très moderne, très ouvert, très touristique. Machallah. Pourtant, il y a eu 1 million de morts pendant la guerre civile. Vous êtes au courant, hein? 1 million de morts. Nous, on a eu entre 100 et 200 000. Au moins 1 million de morts. Mais ils avancent. Eh oui, entre les Tutsis et les Hutus. Au niveau géopolitique, le Rwanda حقارين مع l'est de la RDC, République démocratique du Congo, il leur vole les minerais rares, les diamants, etc. Donc le Bénin et le Rwanda. C'est beau. Donc le Bénin a imité le Rwanda. C'est beau, non? Je continue. 2023. Le Kenya, le président William Ruto a révélé en octobre 2023 son intention de supprimer l'obligation de visa pour tous les voyageurs africains d'ici la fin de l'année. Et il l'a appliqué. C'est beau ou c'est pas beau? Et on a aussi le Ghana. Pardon. Le Ghana, 5e pays africain, a supprimé le visa pour tous les Africains. Regardez, tous les Africains. Ghana, grand pays panafricaniste, ils avaient un grand premier ministre, Kwame Nkrumah, le pauvre, il était victime d'un coup d'État le 24 février 1966. Il est parti en voyage officiel en Chine et quand il est arrivé à Pékin, on lui a dit « Monsieur Kwame Nkrumah, vous n'êtes plus président, il y a un coup d'État pendant que vous étiez en plein vol. » C'est les Anglais et les Américains qui ont aidé les policiers, les policiers et les gendarmes à faire le coup d'État. Incroyable. Le Ghana supprime les visas d'entrée pour tous les Africains à partir de janvier 2025. Et oui. Une mesure historique qui renforce l'intégration continentale et la libre circulation. Aïe. Vous croyez que Ahmed Attaf a fait une déclaration comme ça à Alger à la fin de la foire? Alors, une décision audacieuse portée par le président Nana Akufo-Addo qui aspire à renforcer l'intégration continentale et la libre circulation sur le sol africain. Une promesse tenue par le président Nana Akufo-Addo. Eh oui, il a promis, il l'a fait. C'est pas du blabla, c'est du concret. 5e pays africain. C'est pas beau? Et avant, il disait les avantages concrets pour... Donc cet événement phare avait mis en lumière les objectifs ambitieux du Ghana pour la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf, le président ghanéen, fidèle à ses engagements, a confirmé le 25 décembre que cette loi entrerait en vigueur dès le début 2025. Avant, il fallait payer, parce que j'étais au Ghana avec le fiston, $60 pour un visa entrée unique valable 30 jours. Et il dit que c'est un signal fort pour l'Union africaine, pour l'unité africaine. Ah oui, ils ont une tradition panafricaniste au Ghana que nous, on a oublié au fil des années, parce qu'on ne sait plus qui on est. Est-ce qu'on est méditerranéen, africain, moyen-oriental? C'est la schizophrénie totale, trilatérale. L'exemption de visa pour tous les Africains traduit une volonté politique affirmée d'unir le continent. Vous avez entendu un discours comme ça du ministre des Affaires étrangères algérien? Le président Akufo-Addo a ainsi répondu à un appel pressant pour davantage d'intégration régionale, une aspiration partagée par de nombreux dirigeants africains.
nombreux dirigeants africains. Bravo le Ghana. والوزير تاعنا pourtant il est ministre des Affaires africaines, هو يتفرج برك هذا ما كان يتفرج. Voilà, يتفرج. Regardez, Burkina Faso. Visa gratuit pour les ressortissants africains. Le 12 septembre, il y a quelques jours. Pourtant, on est fâché avec Burkina Faso. Hein. Regardez, ceux qui ont de la vision. Le Burkina Faso instaure la gratuité des visas pour les ressortissants africains, même pour les Algériens, tout en maintenant l'obligation de déposer une demande en ligne. Voilà, vous mettez votre demande en ligne et vous avez la gratuité des visas. Il faut prendre l'avion, mais comme il n'y a plus d'avion maintenant, il n'y a plus d'avion entre Alger et Ouagadougou. On fait une foire intra-africaine du commerce, mais on n'a pas d'avion pour ni avec le Mali, ni avec le Niger, ni avec Burkina Faso, parce qu'on est fâchés. Comme des voisins dans une cité, vous l'avez fait douar. Niveau de douar, diplomatie éternelle, fait Sahel, niveau de douar. Donc, réuni en Conseil des ministres le jeudi 11 septembre, il y a quelques jours, 2025, l'exécutif burkinabé, c'est-à-dire le gouvernement, a entériné un rapport introduisant la gratuité des visas pour tous les citoyens africains. Regardez-moi ça. Ça, c'est des vrais panafricanistes. Vous voyez? Donc, il y a une volonté d'aller de l'avant. Une volonté. Donc, je vous ai parlé du Kenya. Le Kenya, mon fils a passé 3 mois au Kenya, stage, il adore le Kenya. Avec les Kenyans, mashallah. Le Kenya a officiellement levé les exigences de visa, c'est en juillet 2025, pour tous les citoyens des pays africains, sauf Libye et Somalie, parce qu'ils sont pour des problèmes de sécurité, visant à stimuler le tourisme et l'intégration continentale. Tourisme et intégration continentale. Selon des rapports médiatiques diffusés, les ressortissants africains n'auront désormais plus besoin de l'autorisation de voyage électronique qui s'appelle ETA, ni de remplir des formulaires ou de s'acquitter des frais de visa pour rentrer sur le territoire kenyan. C'est pas beau? Regardez, c'est beau, c'est pas beau. Le Kenya, très beau pays. Regardez. Ça, c'est des pays panafricanistes. C'est pas du blabla. Des mesures en faveur du tourisme et de l'intégration régionale. Voilà, des mesures en faveur du tourisme et de l'intégration régionale. Vous croyez qu'Ahmed Attaf a prononcé un discours aussi fort à la foire intra-africaine du commerce? Zéro. Zéro proposition concrète. Zéro. Voilà, ils ont une proposition concrète. Qui m'a coûté comme le Rwanda, Paul Kagame avait annoncé la suppression des visas pour tous les Africains. Vous savez quand est-ce qu'il avait fait cette annonce, le président du Rwanda? Devinez à quelle occasion? Parce qu'ils sont intelligents. Certains dirigeants africains sont intelligents. Vous savez, sa boîte un dictateur, il est quand même brillant, Paul Kagame. Écoutez-moi bien. Galek, pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. Le président rwandais a annoncé la fin de la restriction à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme à Kigali. Chapeau, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste, regardez, lisez. Voilà, il y avait un événement important, le Congrès mondial du tourisme à Kigali. Kigali, c'est la capitale du Rwanda. Et à cette occasion, il a dit, tous les Africains peuvent venir au Rwanda sans visa. Il a trouvé l'occasion, le Congrès mondial du tourisme. Et nous, on avait aussi une occasion, la foire intra-africaine du commerce. Si on a peur d'amener n'importe qui, on peut dire exemption de visa pour tous les hommes d'affaires, par exemple. Tous ceux qui ont une société, puisque le thème, c'était la foire intra-africaine du commerce. Pour tous les commerçants africains, pas de visa. A dit, c'est allez. Ya Rabbel Karim, ya Rabbel Karim. Je sais pas quoi vous dire. Après, vous dites, oh, je suis dur avec le ministre, mais il est incompétent. Je vous incompétent, médiocre, pas de vision, pas de stratégie, pas d'âme, il n'y a rien, il y a walou, pas de charisme. Regardez les autres chefs d'État comment ça avance. Regardez comment les autres pays avancent. Et pourtant, il est ministre des Affaires africaines. Mais à quoi ça sert de s'appeler ministre des Affaires africaines s'il n'y a aucune politique africaine? Fâché avec les pays du Sahel, fâché avec le Maroc, fâché, on installe des visas avec la quasi-totalité des pays africains. Mais
il n'est pas ministre des Affaires africaines. Il est ministre des problèmes africains, ah oui, mais pas des affaires africaines. Regardez, le Bénin, dont je vous ai parlé, coopération sud-sud, le Bénin supprime les visas pour tous les Africains, pour les Africains. C'est clair, non? On a du travail, moi je vous le dis. Regardez, par exemple, le président du Bénin, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au président du Rwanda? Il a dit, Patrice Talon, président du Bénin, juge également admirable la politique économique du Rwanda. Vous avez déjà entendu Ahmed Attaf dire du bien d'un autre pays africain? Le Rwanda, qui est reconnu pour la rigueur de sa gestion et sa performance économique, a fait savoir Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération. Oui, quand quelqu'un fait du bon travail, il faut le dire. Il n'y a pas de mal à dire que quelqu'un fait du bon job. En Algérie, jamais vous n'entendrez un compliment pour quelqu'un d'autre. Ni pour un étranger, ni pour un autre Algérien. Ça, jamais. Si vous ne me croyez pas, hop, vous allez voir, regardez. Lisez. Lisez tranquillement. Je vous ai dit, on ne sait même plus qui on est. Africains, moyen-orientaux, méditerranéens, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas de lisibilité dans notre politique étrangère. Il n'y a pas de lisibilité. Vous savez, et cette absence de lisibilité, elle se reflète aussi au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire. Est-ce que vous savez qu'avant, il y avait le G5, 5-5, il y avait toutes ces organisations. Avec les Africains, avec les pays du Sahel, il y avait les 5. Mauritanie, et quoi? Mauritanie, Mali, Niger, Algérie, c'est qui le 5e, j'ai oublié. C'est pas le Maroc, parce qu'on est fâché. Mais, regardez, on a un budget militaire de 25 milliards. Mais normalement, on devrait avoir une politique de défense commune avec tous les pays africains. Ben oui. Le continent africain, il est en proie à des guerres civiles, à des coups d'État, à des attaques extérieures. Mais il faut avoir on peut pas, c'est pas chaque pays africain qui va définir sa propre politique de défense. Il faut le faire en concertation. J'ai proposé il y a quelques mois la mise en place d'un conseil de sécurité panafricain, c'est-à-dire avec 5 ou 7 pays dans lesquels il y a des bases militaires, et dès qu'il y a un coup d'État, on envoie l'armée. Dès qu'il y a un début de guerre civile, on envoie l'armée. Dès qu'il y a un problème, c'est le Conseil de sécurité panafricain qui va prendre les décisions. On ne va pas attendre l'ONU ou je ne sais qui, ni ONU ni rien. Par exemple, aujourd'hui, on a un problème avec le Mali. Et ben, c'est le Conseil de sécurité panafricain qui va gérer le problème avec le Mali, avec l'affaire du drone. Et le Mali, le Cour internationale de justice. Nous, on va se plaindre à l'ONU. Wesh, mais l'ONU, wesh, mais la Cour internationale de justice, on a binatna. Zitna fi tqiqna. Vous savez, la médiocrité me fatigue. Elle me fatigue, mais elle me fatigue profondément. Donc, je vous ai dit, tant qu'on n'aura pas défini qui on est qu'on est africain, est-ce qu'on est moyen-orientaux, est-ce qu'on est méditerranéen, on n'aura pas de lisibilité, ni au niveau économique, ni au niveau militaire, ni au niveau diplomatique, ni au niveau des passeports, ni au niveau financier. On a zéro lisibilité parce qu'on ne sait pas qui on est. Vous savez, à l'époque, le président égyptien, le marhoum Gamal Abdel Nasser, il avait écrit un petit livre qui s'appelle Philosophie de la Révolution. Il avait dit que l'Égypte, elle fait partie de 3 cercles. Elle a une triple identité. Identité africaine, identité arabe, identité musulmane. Donc, il était à l'aise avec cette identité-là, qui était assumée, qui faisait partie de son programme révolutionnaire. Mais nous, on ne sait pas qui on est. Si au moins on assumait notre africanité, notre berbérité, notre arabité, notre méditerranéité et notre islamité, au moins c'est clair. Voilà, on a 5 piliers. Vous savez qu'en Indonésie, ils ont un système où ils ont 5 piliers. Leur identité, elle est basée sur 5 éléments. Ça peut être ça. Africanité, berbérité, islamité, arabité et méditerranéité. Voilà, c'est clair que dans ce cas-là, on déploie un programme politique, un programme diplomatique, un programme militaire, un programme, j'aimerais dire, citoyen autour de ces 5 piliers. Mais à partir du moment où on ne le définit pas, ça s'appelle le flou artistique.
Et ce monsieur qui prétend être ministre des Affaires étrangères, ministre de la communauté nationale étrangère, ministre des Affaires africaines, finalement, il est ministre de rien du tout, puisqu'il n'a pas de philosophie des affaires étrangères. Et c'est pour ça que notre passeport est classé 35e en Afrique, parce qu'on a peur des Africains, il faut dire la vérité. Donc, je reviens à la proposition, une proposition très concrète, à la suite de l'effort fait par les Seychelles, la Gambie, le Bénin, le Kenya, le Ghana et le Rwanda. L'Algérie peut être le 7e pays africain qui, par exemple, ou le Burkina Faso aussi, 8e pays, pardon, qui, au lieu, par exemple, s'il a peur des simples citoyens, il peut dire que tous ceux qui sont ou bien commerçants ou hommes d'affaires sont exemptés de visa. Première chose. Ou bien, aujourd'hui, c'est gratuit, comme le Burkina Faso a dit, c'est gratuit les visas. Ou bien, sont exemptés de visa tous ceux qui arrivent dans les aéroports algériens. Donc par voie, ou bien vol régulier, ou vol charter, qui arrivent par exemple dans les aéroports algériens. C'est la proposition de la Gambie. Donc au choix, ou bien on fait comme la Gambie, c'est-à-dire tous ceux qui arrivent par avion sont exemptés de visa, ou bien on fait le choix du Burkina Faso, c'est-à-dire tous les visas sont gratuits, vous avez juste besoin de faire votre demande en ligne. Mais on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester avec un passeport qui est classé 34e en Afrique, au même niveau que le Mali. Il faut se regarder en face à un moment donné. On s'appelle l'Algérie ou on est juste... on va s'appeler Mali bis. Dans ce cas-là, il faut s'unir avec le Mali, parce qu'on est au même niveau. En plus, il y a Afrouna. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais dans tous les cas, on ne sera jamais une puissance continentale tant qu'on n'aura pas de monnaie africaine commune. Tant qu'on n'a pas de monnaie africaine commune, comme l'euro ou le dollar, on parle dans le vide le plus total. Voici le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Désolé d'avoir été un peu long. Barakallahu fikum. Tahiyya Jazair. Allah yarham shuhada.